Bienvenue à toutes et à tous dans ce principal rendez-vous de l'information. Tout de suite, voici les titres qui vous seront développés. Un séminaire sur l'élaboration et l'exécution du budget des collectivités locales s'est ouvert aujourd'hui à l'INAP. Et la Commission nationale des droits de l'homme, en collaboration avec le Fonds des Nations Unies, ont organisé un atelier de vulgarisation de recommandations sur l'examen périodique universel. Et le président de la Banque africaine de développement a invité les gouvernements africains à jouer un rôle majeur dans la création d'emplois sur le continent. Bonsoir. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a adressé aujourd'hui un message de condoléances au roi du royaume d'Arabie Saoudite et gardien des deux lieux saints, Sa Majesté Salman Ben Abdelaziz Al Saoud, dont le frère, le prince Bandar Ben Abdelaziz, est décédé hier. Dans son message, le président de la République a fait état de sa vive émotion et exprimé sa compassion et solidarité aux gardiens des deux lieux saints et au peuple frère saoudien. Le gouvernement et le peuple de Djibouti se joignent à moi pour manifester leur amitié et sympathie à la nation sœur saoudienne dans l'épreuve difficile du décès d'un des fils les plus illustres du royaume frère saoudien, a écrit en substance le chef de l'État. La disparition du prince Bandar Ben Abdelaziz sera d'autant plus ressentie aussi bien à l'échelle du royaume d'Arabie Saoudite et que dans l'ensemble de la région, qu'il incarnait un statut de modèle de compétence et maîtrise des dossiers diplomatiques et sécuritaires les plus préoccupants dans cette partie du monde, a également noté le président Guelleh, qui a réitéré ses condoléances attristées au roi Salman, à l'ensemble des autres membres de la famille royale et au peuple frère saoudien. A noter qu'un message similaire a été également adressé au prince héritier du royaume d'Arabie Saoudite, Mohammed Ben Salman Ben Abdelaziz Al Saoud. Je vous le disais en titre, un séminaire sur l'élaboration et l'exécution du budget des collectivités locales s'est ouvert aujourd'hui. C'était à l'INAP. Ce séminaire, présidé par le ministre du Budget, Abdelkarim Adencher, a vu la participation du secrétaire d'État à la décentralisation, également ministre de l'Intérieur par intérim, Hamadou Mohamed Alamis, et du ministre du Travail chargé de la réforme de l'administration, Esman Ibrahim Rableh. Également présents les responsables de ces ministères et des présidents des conseils régionaux des 5 régions de l'intérieur. Ce séminaire qui s'est ouvert ce matin va se poursuivre jusqu'au 1er août. Il s'agit en effet de mettre en place une méthodologie d'élaboration et d'exécution d'un budget pour les collectivités locales. Toutes les recettes fiscales localement, la gestion financière de ces recettes reviendra désormais aux conseils régionaux des régions de l'intérieur. Prenant la parole durant cette réunion, le directeur général de l'INAP a souhaité la bienvenue aux membres du gouvernement et aux participants de cet atelier. Dans son intervention, le ministre du Travail, Esman Ibrahim Rableh, a rappelé l'importance de ce séminaire. Nous l'écoutons. Le rôle de l'INAP et la place de l'INAP ne sont plus à démontrer. L'INAP fait partie intégrante aujourd'hui du paysage institutionnel national. Le projet de formation qui nous rassemble aujourd'hui ici est un projet structurant, fédérateur. Il appartient à une démarche collégiale. Cette démarche commune permet de faire conjuguer nos efforts pour garantir le développement de cette institution et d'assurer le rayonnement qu'elle mérite sur la scène nationale. Il s'agit là visiblement d'une vision et d'une démarche avant-gardiste, fidèle à la politique nationale de réforme de l'administration impulsée par son Excellence, le Président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh. Et cela pour faire de la formation le seul, l'unique levier de promotion à Djibouti. Sans aucun doute, vous aurez ici le privilège de profiter de l'apport et du partage de compétences et surtout de savoir-être des formateurs ici présents, reconnus pour leur qualité professionnelle. Des valeurs sur les engagements, sur la curiosité, sur l'intégrité et sur l'humilité vous seront transmises. Et j'en suis convaincu, vous en profiterez beaucoup. Je voudrais dire ici que beaucoup d'efforts ont été faits pour que l'administration dispose de ressources humaines capables de penser les changements et de soutenir le processus d'émergence pour notre pays. Je souhaite que cette formation serve
améliorer la performance des agents des collectivités locales. Le secrétaire d'État à la décentralisation, ministre de l'Intérieur par intérim également, a pour sa part indiqué que le séminaire d'aujourd'hui est le meilleur argument qui plaide la cause d'une gestion de proximité. Et cette réunion, a-t-il dit, permet de visualiser cette conception d'une décentralisation au service de tous les ministères. En effet, Monsieur le ministre, votre présence à ces séminaires est une belle illustration de ce qu'est la décentralisation. Car la décentralisation n'est ni un département isolé, ni un secteur morcelé. La décentralisation est au confluent de plusieurs secteurs qui expriment les préoccupations de nos concitoyens. C'est cette perception d'une décentralisation au carrefour de tous les ministères qu'il est important d'affirmer ici. En effet, comme vous le savez, après le transfert de certaines compétences aux régions et la déconcentration de plusieurs services, le gouvernement a fait franchir un palier supplémentaire à la politique de décentralisation avec la loi des finances 2017. Cette loi transférait au profit des collectivités locales la taxe foncière sur les propriétés bâties, sur les propriétés non bâties, ainsi que la patente de la classe 9 et 10. Aussitôt après, grâce à la mise en place des modalités techniques de recouvrement de ces impôts, et surtout après la signature de la convention de partenariat entre le ministère du Budget et les régions concernées, la fiscalité régionale est entrée dans sa phase de concrétisation dans les 5 régions de l'intérieur. Ces succès remportés une petite portion de l'assiette fiscale constitue pour nous un indicateur très appréciable. Cela veut tout simplement dire que la fiscalité locale, ni un mythe, ni un vœu pieux, la fiscalité locale est devenue une réalité. Une réalité qu'il faut certes élargir et généraliser à beaucoup de secteurs de notre économie, mais une réalité avec laquelle il faut avant tout composer dans le cadre du développement de nos régions. Le gouvernement, je suis convaincu, et je parle sous le contrôle de mon collègue ministre du Budget, va tirer toutes les leçons de cette expérience pour passer à l'étage supérieur de la fiscalité régionale. Prenons la parole à son tour. Le ministre du Budget, Abdulkarim Adencher, a souligné que dorénavant, les collectivités locales s'autogéreront en matière de fiscalité. Nous l'écoutons. La formation des élus revêt un caractère important pour l'exercice des mandats, particulièrement à l'heure où le gouvernement a transféré au profit des régions un certain nombre de recettes fiscales. Aussi, élaborer un budget pour une collectivité territoriale nécessite la maîtrise du processus d'élaboration du budget et d'être en fait de son fonctionnement. Ce séminaire de 4 jours aura un triple objectif. 1. Faire le point sur les instructions comptables relatives au fonctionnement budgétaire. 2. Approfondir les connaissances des élus en matière de spécificités budgétaires. Enfin, permettre aux élus d'appréhender tous les processus de budgétisation. Par ailleurs, j'ai tenu à ce que les trésoriers régionaux, ils sont là en face de moi, et les chefs des centres des impôts participent à ce séminaire. Pour la simple raison, maîtriser le processus complet d'élaboration du budget collectif, comprendre les problématiques exprimées par l'ordonnateur et les trésoriers, parce qu'il y a une séparation de pouvoir, analyser les données des opérations courantes. Mesdames, Messieurs, l'organisation de ce séminaire est une nouvelle étape qui est la suite logique de nombreuses actions que mon ministère a entrepris et a mis en œuvre pour appuyer le processus de décentralisation dans un objectif de pérennisation des financements de nos collectivités locales. Pour rappel, les principales actions réalisées sont la création de trésoreries régionales, la création des centres d'impôts, le transfert de certaines recettes fiscales, l'organisation d'un recensement en matière d'impôts en matière imposable des recettes transférées, la mise à la disposition de l'exécutif des régions des agents expérimentés. Cette formation sera incontestablement un outil indispensable pour la gestion budgétaire de nos collectivités et vous permettra aussi de vous doter des compétences nécessaires pour la mobilisation des ressources internes et externes auprès des bailleurs. Le ministre du Travail, chargé de la réforme de l'administration, a reçu aujourd'hui le représentant du HCR à Djibouti, Abdoulaye Bari. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de prise de contact des institutions onusiennes. Au cours de cette entrevue, plusieurs points concernant la situation des réfugiés ont été abordés,
notamment l'employabilité des réfugiés, l'accès à l'éducation et à la santé. Le représentant du HCR a rappelé que la République de Djibouti est parmi les grands pays qui accueillent un grand nombre des réfugiés. Il a également qualifié la République de Djibouti comme un pays modèle en matière d'intégration des réfugiés. En poursuivant ses propos, le représentant a ajouté que le HCR sensibilise les bailleurs des pays donateurs à appuyer la République de Djibouti afin d'alléger le poids et les charges qu'entraîne la présence et maintien des réfugiés sur le territoire. De son côté, le ministre du Travail, chargé de la réforme de l'administration, a affirmé sa disponibilité à poursuivre la collaboration entre son département et le HCR. Il a également rappelé que certains des réfugiés travaillent dans le secteur informel et d'autres ont créé des petits commerces, à savoir les restaurants, les boutiques et les cafés. Enfin, le ministre a promis l'élaboration d'une carte professionnelle livrée aux réfugiés prochainement. Il s'est également engagé de mettre en place un partenariat dans l'avenir. Le conseiller en communication et Khadir Omar Kanile, M. Abdelrahman Mohamed Jama, conseiller technique du ministre, ont également donc pris part à cette entrevue. Dans le reste de l'actualité, la Commission nationale des droits de l'homme, en collaboration avec le Fonds des Nations Unies pour la population, a organisé hier un atelier de vulgarisation de recommandations sur l'examen périodique universel. C'était hier au Palais du Peuple. Cet atelier permettra aux organisations européennes de prendre l'état de suivi des examens productifs périodiques des droits humains afin de s'emparer des recommandations de droits de santé corporelle productifs. Il est du devoir de la Commission nationale des droits de l'homme d'alerter et rappeler à ces organisations concernées de faire en sorte que les recommandations émises soient mises en œuvre. L'examen périodique universel est un mécanisme unique et pratique des droits humains. Il est universel, l'ensemble des 193 États membres de l'ONU y sont soumis. Il est périodique, chaque État fait l'objet d'un examen tous les 4 à 5 ans. Il s'agit d'un examen par les pairs où les États voient leurs dossiers relatifs aux droits humains analysés par d'autres États membres. Lancé en 2006 et actuellement dans son 3e cycle. On peut le dire, des engagements par lesquels l'État concerné se propose de se présenter au prochain examen périodique universel, qui sera donc l'occasion de démontrer les moyens de la mise en œuvre des recommandations. Écoutons à présent les mots du président de la Commission nationale des droits de l'homme, M. Souleymane Omar-Oudine. Monsieur, la CNDH se propose d'organiser dans les mois prochains une série d'actions qui seront dédiées au suivi et à la mise en œuvre des recommandations du 3e cycle de l'examen périodique universel, communément connu sous le sigle de EPU. Et cet atelier constitue la première étape. En effet, notre pays a présenté pour la 3e fois son rapport périodique le 10 mai 2018, recommandation de l'EPU. Il permettra, entre autres, de vous donner un aperçu général de l'EPU, de vous imprégner des recommandations particulières se rapportant aux droits de santé sexuelle et reproductive. Nous espérons qu'à la fin de l'atelier, nous disposerons d'outils qui nous autoriseront à nous acquitter au mieux de notre devoir de suivi et de mise en œuvre de ces recommandations d'ici le 4e cycle qui doit avoir lieu en 2023 normalement. Certes, il incombe au gouvernement de mettre en œuvre ces recommandations. C'est pourquoi la présence des représentants des ministères techniques ici parmi nous. Mais il revient à nous, CNDH, parlementaires, société civile, journalistes, d'alerter et rappeler sans cesse aux décideurs et aux organisations internationales, chacun à ce qui le concerne, la nécessité de les mettre en œuvre. Enfin, je ne saurais conclure mes propos sans encore une fois exprimer en mon nom personnel et au nom de toute la Commission mes chaleureux remerciements au FNUAP et en particulier à Mme Aïcha Ibrahim Jama pour son engagement constant à nos côtés à la promotion et à la protection des droits humains.
C'était en avril dernier que les institutions de Bretton Woods ont revu, comme à l'accoutumée, la croissance économique mondiale, mais aussi de chaque pays, estimant un ralentissement de celle-ci à cause de l'incertitude d'un Brexit et la guerre commerciale qui oppose la Chine et les États-Unis. Ces institutions ont estimé que la croissance irait de l'avant avec une reprise de 3,6% en 2020. Qu'en est-il de l'Afrique de l'Est et précisément la République de Djibouti? C'est ce que nous présentera ce magazine réalisé par la rédaction. Djibouti ne cesse de marquer des avancées positives. Le taux de croissance de la République de Djibouti est estimé à 7% cette année, contre 4,1% en 2017 et 6% en 2018. Selon les projections de la Banque mondiale faites en avril dernier, la croissance devrait être portée par les exportations des services de transport et de la logistique, appuyées par les architectures portuaires qui sont le cœur du modèle du développement du pays. En 2019, la croissance restera forte, encore tirée par de nombreux nouveaux investissements, ainsi que par le retombée de ceux réalisés antérieurement, visant à faire de Djibouti le principal centre de logistique de la région, grâce à son implantation géographique stratégique. L'économie djiboutienne, malgré tous les défis, se porte beaucoup mieux et présente des perspectives avec des opportunités sur le moyen et long terme. C'est très prometteur. Il y a beaucoup d'espoir. La croissance reste élevée. La croissance va rester élevée. Nous estimons dans les 2-3 années à venir que cette croissance, si toute chose égale par ailleurs, compte tenu des conditions géopolitiques de la région, nous pensons même arriver à un taux de croissance à 2 chiffres. Mais on sait également que désormais, l'économie djiboutienne n'est pas tirée par les investissements publics. La principale leçon à retenir, c'est que l'économie djiboutienne est tirée par les exportations de ses biens et de ses services. À moyen terme, les perspectives économiques de Djibouti sont positives à l'égard de la stratégie déployée par le gouvernement pour faire du pays un pôle régional, pour le commerce, la logistique et le numérique. La croissance du PIB atteindra 7% en 2019. La croissance accélérera, puis va passer à 8% sur la période 2020-2023. Cette croissance sera soutenue par les exportations des services de transport, de logistique et de télécommunications au fur et à mesure que le pays récolte les fruits de son ambitieux programme d'investissement. À moyen terme, l'émergence progressive d'exportations non traditionnelles liées principalement aux industries légères des zones franches d'exportation va accroître la valeur ajoutée. Pour apporter plus de fluidité, le gouvernement va poursuivre la consolidation des marges de manœuvre budgétaires de l'État, l'amélioration de l'environnement des affaires et la promotion des PME, mais aussi le renforcement de la gestion des finances publiques, qui sont entre autres des éléments qui vont contribuer à atteindre les objectifs de croissance à 2 chiffres. J'ai dit la décision de s'engager dans des programmes d'investissement dans le domaine de la logistique et de la zone franche, elle est aujourd'hui récompensée par rapport à ce que nous constatons. Ceci étant dit, il y a un sérieux risque sur toutes les opportunités et les avantages que Djibouti peut offrir, ou en tout cas offrir à ses concitoyens en termes de richesse, d'emploi, etc. Parce que le risque de surendettement ou d'endettement est toujours présent quand il n'y a pas une discipline de finances publiques, une discipline d'équilibre des grands fondamentaux macroéconomiques. Le risque va être toujours là. Ça ne veut pas dire que notre taux d'endettement aujourd'hui est estimé de l'ordre de 70%, que nous allons nous accorder de la largesse pour arriver aux 104%, qui présente une alerte également sérieuse. Pour aller vers et devenir
Un pays à revenu moyen, la République de Djibouti s'est munie d'une stratégie nationale nommée Djibouti Vision 2035, avec un seul objectif à long terme, celui de faire de Djibouti une nation émergente. Et à court terme, de relever le défi de l'accélération de la croissance et de la promotion. Dans le reste de l'actualité, le ministère de la Justice, avec l'appui de l'OIM, a organisé un atelier de sensibilisation sur la lutte contre la traite des êtres humains, le trafic illicite des migrants. Cette activité, donc, s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale du ministère de la Justice portant sur la lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite. L'atelier a été ouvert par des mots de bienvenue formulés par M. Ahmed Ali Cher, vice-président du conseil régional de Boc, des participants du conseil régional de la préfecture, du ministère de la Santé, des gardes-côtes, de la police, de la gendarmerie, du ministère de la Femme et de la Famille, des ONG telles que l'UNAFD et la société civile en préparent à cet atelier. La formation a été animée par la magistrate Leila Mohamed du ministère de la Justice. Cet atelier à Obok a été précédé par des ateliers similaires à Dikil puis à Lissabillé la semaine dernière. Objectif, faire connaître les responsables des régions la loi numéro 133 de mars 2016 portant sur la lutte contre la traite et le trafic et de dénoncer ainsi quand une situation de traite se présente aux autorités compétentes. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité hors de nos frontières. Les gouvernements africains invités à jouer un rôle majeur dans la création d'emplois sur le continent africain. L'appel est du président de la Banque africaine de développement lors du 5e forum de l'entrepreneuriat de la Tony Elumelu Foundation à Lagos, samedi, c'était au Nigeria. Un forum qui a également permis à Paul Kagame, le président rwandais, de présenter sa vision de l'Afrique et de s'exprimer sur les questions de l'emploi. Tout comme lui, les présidents du Sénégal, du Kenya, de la République démocratique du Congo ont pris la parole lors de ce plus grand rassemblement des entrepreneurs africains. Ce forum était axé sur le renforcement des capacités des entrepreneurs africains. Le philanthrope africain a également exprimé sa vision qui est celle de créer et rendre opérationnels 10 000 entrepreneurs sur le continent dans les prochaines années. Les États-Unis pourraient renforcer la lutte contre le virus Ebola en République démocratique du Congo en permettant à un plus grand nombre de leurs experts de se rendre dans la zone de l'épidémie. C'est ce qu'a déclaré un haut responsable de l'Organisation mondiale de la santé. Le manque de sécurité dans les zones touchées a entravé les efforts visant à contenir l'épidémie et les appels se multiplient pour que les organismes d'aide étrangers déploient davantage de personnel sur le terrain. Ce mois, l'ancien coordonnateur des États-Unis pour la lutte contre Ebola, Ronald Klein, a demandé à la Maison-Blanche de revenir sur sa politique visant à empêcher le personnel américain d'entrer dans les zones d'épidémie. La Grande-Bretagne, de son côté, a déclaré que trop de pays utilisaient la sécurité comme excuse pour ne pas envoyer des gens sur le front. L'OMS emploie actuellement plus de 600 personnes sur le terrain, mais le responsable des urgences a annoncé aux journalistes que de nombreux organismes pourraient redoubler d'efforts et déployer davantage de personnel sur le terrain. Autre actualité, le chef des renseignements américains, Dan Coats, qui s'était régulièrement opposé à Donald Trump sur de nombreux sujets tels que la Russie, l'Iran ou encore la Corée du Sud. Ses fonctions prendront fin mi-août. C'est ce qu'a annoncé hier le président américain Donald Trump. 3 personnes ont été tuées dans une fusillade lors d'un festival de gastronomie à Gilroy en Californie. Des coups de feu ont retenti dans l'après-midi d'hier, faisant aussi une dizaine de blessés. La sénatrice californienne, candidate à l'investiture démocrate pour l'élection présidentielle 2020, a tweeté sa reconnaissance envers les premiers intervenants qui se trouvent sur place. Et toutes mes pensées, a-t-elle dit, aux personnes blessées par cette violence insensée. Fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi.